Donc, deuxième table ronde, en fait, on rebrosse les mêmes questions. Comment faire évoluer vos propres pratiques professionnelles, là plus spécifiquement dans le domaine de la médiation, de la culture scientifique et technique. Donc, on a la chance d'avoir autour de nous Élodie Pignol, qui est directrice de la culture scientifique et technique à la métropole de Toulouse, Romane Clément, qui est designer, cofondatrice du studio Contrôle S et copilote des Augure Lab numériques responsables, et Anaïs Reynaud, qui est chef de projet exposition au musée des arts et métiers et référente notamment de Empreinte Carbone, l'Expo l'a bien nommé. On va commencer par vous, Anaïs. Justement, comment, à travers cette exposition, vous avez fait évoluer vos pratiques? Comment vous avez appréhendé la question des matériaux choisis? Comment vous avez fait évoluer vos process? C'est à vous. Merci beaucoup. Donc oui, en 2024, le Musée des Arts et Métiers a présenté une exposition qui s'appelle Empreinte Carbone. Voilà, vous avez l'affiche. Pour le musée, c'était un choix un petit peu différent. Donc, le Musée des Arts et Métiers, c'est le Musée national des techniques. C'est un musée donc, qui conserve à peu près plus de 80 000 objets, beaucoup liés à l'histoire des techniques françaises et européennes, et organisé aujourd'hui autour d'un grand récit du progrès. Jusqu'ici, les expositions traitaient soit de thèmes très, très historiques, soit d'une approche un peu générale. Et le souhait de la direction à l'époque était de proposer une exposition en lien avec un sujet d'actualité et de voir à la fois ce que le musée avait apporté à la lecture de ce sujet d'actualité et comment ce sujet d'actualité, en retour, pouvait éclairer le musée sur son identité. Donc on a fait le choix de travailler autour de la question écologique et de choisir parmi tout un tas de sujets qui auraient pu se lier avec la thématique du musée, celui de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est l'indicateur de la limite planétaire la plus en lien avec l'histoire des techniques, puisque c'est vraiment très étroitement lié à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, qui ont explosé au moment de la révolution industrielle avec les émissions d'origine anthropique. Donc pour nous, c'était vraiment une plongée dans les racines du musée qui est né à la Révolution française en 1794 et qui s'est vraiment construit autour de la révolution industrielle en France. Voilà, la première locomotive, le premier avion, la machine à vapeur, des jalons, voire même des icônes de la révolution industrielle. Et donc c'était aussi pour le musée l'occasion de réfléchir à son identité et à comment ces objets-là, qui sont aujourd'hui toujours présentés dans une histoire très histoire-bataille, mais en version technique, voilà, avec des grandes dates, des grands objets, des grands inventeurs qui y sont liés, de voir comment ces objets-là pouvaient être retransformés et réintégrés dans un récit à l'aune de la crise écologique. Donc vous voyez l'affiche de l'exposition et la salle d'introduction. Donc on s'est posé les questions dès le début de qu'est-ce que nos collections avaient à voir avec la question de l'empreinte carbone et comment on pouvait les lier. Donc il y a eu un premier niveau de réflexion sur qu'est-ce que nous on a à dire par rapport à notre identité sur le sujet. On a eu un deuxième niveau, ça a été qu'est-ce que nous on a à dire et à changer avec la forme de l'exposition. Qu'est-ce qu'une exposition temporaire a à voir avec la question de l'empreinte carbone et comment l'exposition elle-même peut parler d'enjeux écologiques. Donc une réflexion plutôt à un niveau professionnel. Et la dernière qui engageait, je pense, l'institution, pour moi au sens plus large, comment le musée utilise sa force, sa résonance médiatique pour aussi ouvrir et sortir d'un rapport assez descendant et vertical qu'on a aujourd'hui, à savoir le musée, c'est une des institutions dans lesquelles le public a le plus confiance parce qu'on donne du savoir qui est sûr, certain, vérifié et qu'on le donne avec voilà, une approche qui permet au plus grand nombre d'essayer de s'y lier, mais c'est une approche descendante. On vient au musée, le musée vous dit des choses, vous les lisez, vous les testez, vous les écoutez et vous repartez en disant « le musée m'a dit des choses, maintenant c'est des choses que je sais ». Et ça, c'est quand même très unilatéral et très vertical. Et comment le musée aussi, dans une approche plus durable, peut ouvrir et horizontaliser un petit peu les choses.
C'est passé sur une question, alors sur la question des process, ça a été donc comment on fait une exposition éco-conçue. Donc l'éco-conception, c'est le grand mot à la mode, muséographie et musée et institutions culturelles. Donc comment on va proposer une exposition qui va être la plus neutre, avec le moins d'impact écologique, le plus inscrit dans des relations de circularité. Donc ça a été une grosse partie de mon travail en tant que chef de projet et muséographe là-dessus. On a travaillé donc dès le début à... alors, je précise une chose, nous, on a 0 politique RSE au musée, donc on n'a pas de référent là-dessus, on n'a pas de poste, on n'a pas de politique spécifique là-dessus, on n'a pas d'agenda, on n'a pas de feuille de route, donc on était là genre, on va faire des trucs et ça va être super. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ce qui se fait ailleurs. On regarde notamment, par exemple, ce qui s'est fait au Palais des Beaux-Arts de Lille, à Universcience, qui sont des très grosses maisons qui ont eu les moyens de structurer leurs initiatives avec des guides d'éco-conception, des guides de bonnes pratiques. Mais pour, par exemple, celui d'Universcience, il fait plus de 100 pages. Donc, il y a un côté un peu genre, ah, c'est super, ça va me donner plein d'infos. Et à la fin de la lecture, on est là, mais à quel moment moi je fais ça avec mes petits bras et mon petit cerveau et mon budget. Donc on est quand même parti de quelque chose d'assez empirique, mais on s'est posé la question, où est-ce qu'on peut quand même mettre en place des petites choses qui vont être utiles, qui vont fonctionner et qui vont être gérables pour nous à l'échelle de l'institution. Donc on l'a joué... ça va, je tiens encore 5 minutes. Donc on a travaillé sur notre processus d'achat. Donc l'exposition, nous on recrute des scénographes, donc on recrute une maîtrise d'œuvre pour faire la conception de l'exposition, et après on a un deuxième marché pour la réalisation de l'exposition. Donc ces 2 marchés ont été fortement repris et transformés avec des clauses beaucoup plus marquées autour de la durabilité, de l'éco-conception. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, on a inclus le calcul du bilan carbone de l'exposition à ce niveau-là, donc c'est-à-dire que dès le début du processus de création, on avait un bilan carbone qui était en route en fait, et qui a permis à la personne qui était en charge de cette opération de se documenter et de récupérer les informations quasiment dans les premiers mois, on va dire, du projet. On a aussi donc rehaussé les critères d'évaluation pour le choix de l'agence de scénographie en rehaussant les critères liés à l'éco-conception, donc un projet qui soit durable, qui soit léger et qui soit donc compatible avec un certain nombre de critères de développement durable. Ça nous a donc amené à une scénographie très marquée par sa légèreté. Donc c'est un échafaudage, c'est vraiment une ossature en échafaudage qui est habillée de panneaux plus ou moins rigides. Donc souvent en partie basse, vous avez des panneaux en bois, et puis on a en partie haute, comme là où il y a écrit la caisse carbone, des crafts, donc des éléments légers. Donc ça, on s'inscrit dans une économie de la fonctionnalité. C'est un échafaudage qu'on a loué pour l'occasion, et après qui est reparti et qui est devenu à nouveau une scène de concert ou quelque chose dans le monde événementiel. Et puis le fait d'avoir du coup cette ossature à habiller, on s'est beaucoup posé la question de par quoi on a besoin de l'habiller, où on a besoin d'avoir de la rigidité, où on a besoin d'avoir de la légèreté, qui va aussi être de la légèreté après en termes d'empreinte carbone. Donc on a vraiment essayé de décomposer la grammaire de l'exposition pour avoir quelque chose qui soit au plus juste. Et ensuite, quand on est passé dans le marché de réalisation, on a pour la première fois réussi à travailler avec un acteur de l'économie circulaire, donc avec une recyclerie, et à ne pas seulement les appeler en aval du projet, donc souvent on les a en fin de projet, venez recycler et chercher dans l'aubaine ce qui pourrait ne pas complètement finir à la déchetterie, et on les a appelés en amont, donc on a réussi à la combiner avec l'agenceur pour qu'ils aillent se fournir au sein de la recyclerie. Ce qui nous a permis de diminuer de 80% le volume de matières premières neuves dans l'exposition. Et ce qui n'est pas allé sans petite difficulté. On a notamment des contraintes liées au statut permis feu et au côté inifugé de certains matériaux. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est les certificats qui accompagnent les matériaux quand ils sont inifugés, ils sont que pour le premier usage. Donc une fois que l'usage est terminé, normalement le matériau perd son certificat. Donc ça a demandé beaucoup de travail auprès de nos tutelle, de notre service hygiène et sécurité, du bureau de contrôle, pour avancer progressivement à essayer de faire valider des choses qui, concrètement, d'un point de vue complètement matériel, étaient encore inifugées et offraient des garanties en termes de résistance au feu, mais qui n'avaient plus le petit papier, et donc d'avancer un petit peu là-dessus. Donc voilà, on a essayé comme ça de chercher des points très concrets sur lesquels on pouvait avancer.
On a aussi travaillé énormément sur nos collections. C'est une exposition avec très peu de prêts, aucun prêt qui vient. Enfin, il y a un prêt qui vient de l'étranger parce qu'il se trouve que c'est une technique de réduction de l'empreinte carbone qui n'a lieu qu'en Islande. Donc, on a fait venir un objet, mais par la poste, donc quand même une empreinte réduite. Et on a fait le choix de travailler sur nos collections en se disant que c'était aussi une ressource finie, que ce qu'on avait dans les collections, c'était ce qu'on avait dans les collections, et que c'était pas forcément toujours le plus bel objet ou le plus joli. Là, par exemple, dans la vitrine, il y a un réfrigérateur qui évoque l'électroménager. Bon, c'est un réfrigérateur qui date des années 1930. Nous, on n'a pas de collecte contemporaine sur l'électroménager, donc on n'avait pas un gros réfrigérateur d'aujourd'hui à montrer, mais on a fait le choix de se dire, nos collections, c'est celle-ci, et on les montre avec les limites qu'elles ont, sans forcément déployer des efforts pour aller les chercher. J'ai parlé très très vite, mais je sens déjà que je suis limite, donc je vais m'arrêter là. Juste peut-être, est-ce que cette démarche et cette exposition a fait bouger les lignes au sein du CNAM, qui effectivement, comme vous le disiez, n'est pas forcément dans cette culture-là? Est-ce que ça a permis d'appréhender les collections autrement? Oui. Donc, comme je disais, donc on a des nouvelles clauses dans les marchés. On a maintenant un bilan carbone qui est devenu une récurrence. Donc, l'exposition suivante qui a ouvert là au début du mois d'octobre sur les flops, elle a aussi son bilan carbone par une autre entreprise. Donc, c'est pas le même cabinet, etc. Mais ils ont recruté. Donc, maintenant, on fait systématiquement le bilan carbone de nos projets d'exposition. Et nos collègues du service des marchés qui avaient fait la démarche, on avait vraiment travaillé ensemble en disant oui, voilà, acteurs de l'économie circulaire, tout ça, etc. On avait pris le temps de travailler les critères, de travailler la formulation dans les cahiers des charges, et c'est des formulations et des critères qu'ils ont repris pour d'autres marchés, y compris. Donc le CNAM n'est pas que le musée des arts et métiers, il y a tout un tas d'autres activités, avec donc des marchés pas du tout dans la sphère culturelle et patrimoniale. Et apparemment, voilà, ils ont repris aussi une partie de ces critères-là dans d'autres activités. Et sur le plan plus personnel, donc moi j'ai fait mon empreinte carbone personnelle au début du projet pour aussi voir où j'en étais. Et entre le début et la fin du projet, j'ai 1 tonne en moins, parce que c'est quand même compliqué de passer 2 ans à lire des choses sur à quel point tout ce qu'on fait abîme la planète, et de continuer à aller faire du shopping à 17h en sortant du travail. Donc voilà, j'ai plus de viande rouge dans mon alimentation, j'ai beaucoup moins de choses neuves dans mon placard. Voilà, ce n'est que la mienne, c'est pas réplicable à tout le monde, mais c'est aussi un signe à quel point le fait de s'emparer de questions d'actualité change aussi les pratiques de ceux qui les traitent. Et voilà, c'est quand même pas tout à fait anodin. Enfin, moi, dans mon quotidien, en tout cas, ça ne l'est pas. Voilà. Merci, félicitations. Élodie Pignol, vous avez mis en place le bilan carbone du Muséum de Toulouse. Quelles sont ces lignes de force et qu'est-ce que ça a amené à évoluer? Alors, le Muséum de Toulouse Métropole est le 2e muséum de France après Paris. Je tiens à le préciser en termes de collection et de richesse de ces collections, avec plus de 2 millions de spécimens. Et effectivement, cette démarche que vous évoquez, c'est un des 5 établissements de notre direction de la culture scientifique, a été le fruit d'un travail d'abord émanant de réflexions issues d'un CODIR, le CODIR de la DCSTI. Effectivement, moi, en 2022, j'assiste aux assises de la FNADAC, où j'entends une conférence brillante, mais accessible et non culpabilisante de David Irle sur la question de l'éco-responsabilité dans le secteur culturel, alors plus sur l'axe des arts vivants, mais qui peut s'appliquer bien sûr à la filière des musées ou des centres de CSTI. En revenant de cette assise des FNADAC à 7, j'en parle bien sûr à mon CODIR. Comité de direction. Je découvre qu'au sein du muséum ou d'autres établissements, on va bien sûr se rapprocher du cas du muséum, des initiatives ou en tout cas certaines équipes s'interrogent sur cette démarche, et donc on décide d'accompagner cela à l'échelle de notre direction pour commencer, et après bien sûr ça s'est inscrit dans une démarche plus globale. Ça s'est inscrit par le déploiement d'abord d'une formation, puisque l'idée c'était d'accompagner en fait une approche globale pour sensibiliser les équipes, qu'elles soient issues des expositions, des collections, mais aussi des équipes dites plus ressources centrales, c'est-à-dire les marchés, le juridique, les finances, pour que tous nous ayons un même niveau de compréhension de ce que ça veut dire que se lancer dans l'éco-responsabilité. Donc c'est une formation qu'on a co-conçue avec le CNFPT, qui existe désormais, qui peut être employée d'ailleurs, y compris jusqu'à la formation. Vous voyez, on s'est dit faisons-le, et tant mieux si ça peut bénéficier à beaucoup d'autres collectivités, sur cette notion globale. Parallèlement à ça, des démarches plus générales se sont mises en œuvre au sein de notre propre collectivité, Toulouse Métropole, sur ces sujets-là, liés à une direction dédiée à la transition, avec la mise en place de référents
développement durable, au sein de toutes les DG. Nous appartenons à la DG Culture et d'ailleurs la référente est parmi nous aujourd'hui. Ainsi, nous avons aussi cherché des référents par établissement ou direction. Et je les remercie parce qu'ils ont été voilà, des promoteurs de cette démarche. Mais une démarche ne peut pas être liée qu'à une formation, qu'elle soit liée à un secteur d'activité ou plus globale à une appropriation générale au sein d'une si grosse administration. Ça doit aussi partir d'objets concrets et pour que les agents, les équipes voient voilà, la réflexion concrètement sur le terrain. C'est ce qui a fait en fait qu'au-delà de ça, nous avons sollicité de pouvoir positionner le muséum comme un des objets totems d'analyse, d'études dans le cadre du bilan carbone. Pourquoi ? Parce qu'on se doutait quand même bien avec les équipes que le muséum était forcément l'un des gros contributeurs des missions en l'occurrence. Et ce bilan carbone a permis de faire une étude globalisée sur à peu près un peu plus d'1 an et demi, avec d'abord des entretiens individuels d'agents, quels que soient les niveaux hiérarchiques, métiers, cœur de métier, des services d'e-ressources, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et puis des focus group aussi pour challenger un peu le bilan carbone à certaines étapes, ce qui était nécessaire. Donc il y a eu effectivement ce cadrage initial, la collecte, les focus group et ensuite une restitution. Cela nous a permis de bien identifier et de façon posée, factuelle, les grands postes d'émission et les leviers d'action. Et ainsi, à l'aune de la fin de ce travail, on a pu déterminer, ce qui n'était pas une grande surprise pour nous, que le grand émetteur était le déplacement de nos visiteurs, incluant une petite marge sur les agents eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, je vais y revenir ensuite, mais ça nous permettait de poser d'où venait la plus grande source d'émissions. Et ensuite, en interne, des bilans sur lesquels on a pu déterminer que là, on avait des leviers d'action. Il y avait bien sûr la consommation d'énergie à plus de 13%. Et 13% d'achats de services. On en a parlé beaucoup tout à l'heure dans la première table ronde. On voit bien que les achats sont une source importante. Donc les premiers leviers sur les visiteurs, non pas qu'on a abandonné ce grand dossier, loin de là, on a fait remonter ces éléments dans un degré plus important à l'échelle de la collectivité, parce que pour le muséum, on a quand même d'accès de 2 métros, un tramway à proximité. Donc on voit que quand même sur la question de la mobilité, il y a des moyens de se rendre dans nos établissements. À l'échelle d'une métropole comme Toulouse, avec des dimensions de collectivité très différentes, là où les axes de progrès pourraient voir le jour sur la question de la mobilité des habitants hors ville-centre. Et la question du covoiturage, des mobilités plus faciles pour justement se rendre vers les zones tampons de sortie de métro en commun. Mais nous n'avons pas été pour l'instant plus loin, puisque nous avions déjà des axes sur lesquels nous pouvions travailler de manière concrète. Alors sur la question de l'énergie, nous avons lancé justement un travail autour de l'amélioration des conditions climatiques, ce qu'on appelle les CTA, en terminologie beaucoup plus technique, puisque un muséum comme un musée de France qui pourrait présenter des collections d'art graphique, doit avoir des contrôles de climat, d'hygrométrie très régulières qui nécessitent des climatisations. Et le système qui avait été mis en place au moment de la rénovation, il y a maintenant plus de 15 ans, avait des défauts, dès le départ d'ailleurs, ce qui a créé un coût énergique beaucoup plus important pour l'établissement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé des moyens en interne avec la collectivité. Quand je dis des moyens, c'est un budget de 2 millions d'euros pour revoir le système complet des CTA qui est en cours et qui sera achevé à la rentrée, au plus tard à la rentrée de septembre l'année prochaine. Cela va nous permettre de réduire l'empreinte carbone de notre climatisation. Et nous avons aussi, en lien avec nos collègues des directions de la construction, réfléchi à la mise en place, pourquoi pas, de photovoltaïque pour, au-delà de ces travaux d'amélioration, améliorer encore par ces accès. Maintenant, c'est entre les mains des services de la DRAC et de l'ABF, et nous espérons, vous en doutez, qu'on aura un avis favorable. Parce qu'effectivement, parfois, il y a encore en France
un peu de contradiction entre la préservation du bâti et l'évolution nécessaire, mais nous sommes optimistes de nature. Ensuite, il y a la question de l'achat, je l'ai dit, donc ça a permis en fait de revoir aussi nos cahiers des charges, au même titre que ce qui a été dit par nos collègues, et d'inclure cela dans les cahiers des charges. Donc on a vu qu'on a agi en premier lieu sur ce qui était maîtrisable tout de suite pour nous, et vis-à-vis des comportements des publics, pour que les équipes aussi puissent voir des premières actions concrètes, parce que c'est vrai que sur ces sujets-là, et c'est ce que j'avais apprécié à la fois dans l'intervention de David Hird ou la formation qu'il avait pu produire avec le CNFPT, c'est aussi de un petit peu nous déculpabiliser, parce qu'en fait, nous avons pu nous apercevoir, grâce à ce bilan carbone, que finalement, au muséum, dans l'ensemble, nos pratiques étaient plutôt vertueuses. Alors, d'autres axes ont été étudiés sur le retour d'expérience. On a réduit aussi les supports de communication, mais qui, en termes d'émissions carbone, représentent assez peu de choses. Néanmoins, on a fait le travail jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de supports de communication qui ont été réduits pour en proposer un seul qui a gagné en qualité de surcroît, ce qui prouve que de contraintes, on peut aussi améliorer ce qu'on propose aux usagers en l'éditorialisant et en s'adressant à tous les publics plutôt que de compartimenter les publics cibles. Ensuite, sur la mobilisation des équipes, ça a été un levier qui n'est pas terminé, puisque sur l'échelle d'une direction, pour les régies, en tout cas directes, on est 163. On repropose cette année une autre session de formation pour que cette question de la culture commune s'immisce et diffuse dans cette direction. On a également des liens étroits, je le disais, avec des référents à l'échelle de la direction générale de la transition et au sein de la DG Culture. Et cela permet à la fois des initiatives de groupes de travail, que ce soit au muséum ou même au quai, qui sont plus spontanées et qui veulent se réunir, de réfléchir, de faire remonter des éléments à la hiérarchie, au CODIR, parce que les choses ne sont pas incompatibles. Il peut y avoir des remontées d'éléments du terrain, comme ça a été dit tout à l'heure, et qui sont tout à fait appropriés et réappropriés à juste titre par les directions. Et parfois, les deux vont dans le même sens et en même temps. Ça peut arriver. Ensuite, sur les boutiques, on a fait cet effort-là du côté du muséum, de vraiment revoir complètement les axes, et je remercie les équipes d'ailleurs, des choix qui étaient faits, parce qu'on le sait très bien, souvent dans les musées, et y compris les muséums, nous allions chercher des objets dans des pays qui, pour plein de raisons différentes, sont complètement à l'inverse des enjeux que doivent porter un muséum, puisque nous, on est sur la question du vivant, des questions de biodiversité. Alors, on a vu que, comme nous y avons été assez forts dès les premiers mois dans les choix que nous avons réalisés, les équipes étaient satisfaites, la direction aussi. Je dois dire que les ventes étaient plutôt stables. Néanmoins, au bout de quelques mois, nous avons vu un décroché parce que quelques objets de vente blockbuster émanant de pays trop éloignés n'étaient plus présents. Et ça a décroché quand même l'équilibre économique de nos boutiques. Alors, on est désolé, on l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des entités hors sol. On doit, je ne dis pas qu'on y adhère, mais évoluer dans un système qui nécessite une forme d'équilibrage entre nos dépenses et nos recettes, et le contexte actuel le nécessite d'autant plus. C'est la raison pour laquelle les équipes, notamment des boutiques au muséum, à nouveau, là, refont un travail interne pour évaluer sur certaines niches d'objets s'il n'y a pas moyen de trouver des leviers via des producteurs ou prestataires qui seraient plus en proximité et ne pas pénaliser quand même un environnement global. Ensuite, sur les expositions, je ne vais pas y revenir longuement, mais il y a eu un énorme travail à la fois des équipes de conception, les muséographes, mais aussi des équipes techniques au sein de notre direction pour vraiment repenser la question du réemploi, de la réutilisation, que ce soit d'ailleurs au muséum et au quai. Et au muséum, je dirais que l'exposition que nous avons ouverte le 16 octobre, qui s'appelle « Domestique-moi si tu peux », et je vous engage à aller la voir, prouve justement que les équipes ont vraiment repensé la question de la scénographie sur des scénographies plus légères, réadaptables. Et pour ceux qui sont habitués de découvrir nos expos, ils verront très bien en la découvrant la différence par rapport aux précédentes. Je citerai par exemple Préhistoire, il y a de nombreuses années, mais qui avait fait date, ou Sex Appeal ou Momie, qui étaient dans des scénographies et muséographies beaucoup plus présentes, lourdes et moins respectueuses de tous les cadrages.
ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas qualitative. Mais maintenant qu'on a fait ce travail, il faut que forme et fond soient beaucoup plus alignés. Ensuite, sur la question aussi, et je conclus, sur la question du numérique, ça a été dit tout à l'heure lors de la première table ronde également, on sait qu'on a là aussi des leviers sur lesquels on doit travailler. C'est pour ça qu'on réemploie aussi certains dispositifs numériques. Donc, dans les actions concrètes, je le répète, il y a le gros projet des CTA, la question du photovoltaïque, le réemploi, et la question des maintenances de nos supports. Et nous sommes en pleine réflexion, côté muséum aussi, sur la question du biorhythme de nos expositions. Parce que c'est vrai que nos musées, depuis 30 ans, ont été pendant longtemps sur cette question de l'événementiel des expositions et nous avons à nous réinterroger à ce niveau-là et c'est ce que nous faisons en ce moment même. Le bilan carbone donc est structurant et sera un des totems du futur projet scientifique et culturel du muséum qui sera lancé à partir de avril 2026 sur une période d'1 an avec l'arrivée d'un futur ou d'une future directrice. Merci bien. Juste une question sur effectivement la question de la mobilité des publics. On sait bien que c'est ce qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre. En fait, c'est une question qui se pose dans le milieu culturel et dans le milieu événementiel en général. Est-ce que vous poussez la réflexion jusqu'à vous dire est-ce qu'il faut plutôt axer notre communication auprès d'un public local? Est-ce qu'il faut effectivement faire en sorte, alors que Toulouse étant une métropole qui a aussi une stratégie de marketing territorial, est-ce que vous poussez la réflexion jusqu'à vous dire de réduire le public à un public essentiellement local ou territorial? Je dirais que là, il y a différentes dimensions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu cette réflexion il y a 2-3 ans avec une question relative au récit territorial autour de la culture scientifique. Et ce qui nous a permis effectivement de déployer plus de communication d'abord exogène, et ce qui a eu un levier sur notre visitorat. Et normalement, la prochaine étape est effectivement d'enclencher une communication plus prégnante sur le public local, donc en priorité les habitants de la métropole, puisque ce sont les contributeurs, les contribuables qui permettent le fonctionnement de nos établissements. Et donc ça, c'est un levier qui devrait être, à mon sens, plus pris en charge par nos hiérarchies, nos élus, sur les prochaines années, pour effectivement permettre aux habitants de ces métropoles, qui ont beaucoup, on le sait, d'offres, de mieux identifier ce que nous proposons, que ça n'est à l'heure actuelle, d'autant qu'ils ont beaucoup de possibilités d'accès, je l'ai dit, en termes d'infrastructures, notamment avec le tramway ou le métro. Merci. Romane Clément, donc... vous menez un certain nombre de recherches-actions auprès d'établissements culturels. Quels sont les axes que vous développez? Alors, c'est un programme de recherche-action, c'est déjà énorme. Donc moi, je suis cofondatrice de Contrôle S, qui est un studio de design et d'innovation pour un numérique responsable. Donc on travaille initialement pas uniquement dans le secteur culturel, mais on travaille pour un numérique d'intérêt général, un numérique juste, un numérique utile, utilisable, utilisé, avec initialement l'objectif de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, mais qui en fait s'étend forcément aux autres sujets sociétaux, voire même cognitifs. Et donc en 2022, on rencontre Camille Penn, qui fait partie du collectif Les Augures, qui est un collectif de 4 femmes qui travaille sur les sujets éco-responsables de la culture, aussi bien sur les sujets scénographiques que du coup sur le sujet numérique qui voulait être embrayé de leur côté. Et donc on a créé l'Augure Lab numérique responsable dans la culture, qui est un programme de recherche-action. Donc chaque année depuis 2022, on a des promotions, on appelle ça des promotions, d'une vingtaine d'établissements culturels dans toute la France. Alors, on a aussi bien des très gros établissements publics, par exemple le musée d'Orsay, le musée du Louvre, le MUSEM, le Palais des Beaux-Arts de Lille, pour citer celui qu'on a déjà cité. On a aussi des directions des affaires culturelles dans les villes, dans les territoires, à Bordeaux, à Strasbourg, à Rennes, le département des Hauts-de-Seine. On a aussi des fondations privées. Voilà, on a vraiment essayé d'avoir une espèce de représentation de ce qu'était
le tissu culturel français. Alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait très bien que le tissu culturel français, il est aussi composé de structures où les gens sont 3 à 4 et qui n'ont pas les budgets du Louvre et du musée d'Orsay. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y reviendrai, mais tous nos travaux sont en licence ouverte, open source. Tout le monde peut s'en saisir, et d'ailleurs je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir nos travaux. Mais donc voilà, le lab il s'est fondé un peu sur l'idée que plutôt que d'aller voir un par un les établissements culturels qui avaient relativement les mêmes questions sur les sujets numériques responsables pendant les 15 prochaines années et leur vendre la même chose, eh ben, on allait les rassembler dans ces promos. Et donc le fonctionnement d'une promo, c'est quoi? C'est 2 personnes par établissement culturel, donc on a des promos d'environ 40 personnes, avec des métiers très différents. On a aussi bien des directions de la communication, des directions de la médiation, direction des publics, on a des DSI, c'est très important. On a des directions générales aussi parfois. Et donc l'objectif avec ces 40 participants, c'est de les faire passer par pas mal d'étapes. On les guide beaucoup. Et sur 3 sujets numériques. En fait, on sait que on n'est pas en mesure de tout traiter au sein d'une promo qui dure que 8 mois. Et donc l'objectif, ça va être de cibler les sujets culturels numériques sur lesquels on peut vraiment apporter quelque chose en termes d'empreinte environnementale. Donc je vais en citer quelques-uns parmi tous ceux qui ont été traités, mais on a aussi bien le sujet de la médiation, le sujet de la communication numérique, le sujet de l'archivage et de la conservation. En 2022, on avait le sujet des NFT du métaverse. Ça fait sourire aujourd'hui parce qu'on n'est plus forcément dans le délire. Voilà, on a vraiment essayé de traiter une multitude de sujets. Et tout à l'heure, je disais que le sujet éco-responsable n'était pas le seul. Cette année, par exemple, on traite aussi le sujet d'écologie de l'attention des publics, qui est un sujet qui dépasse un peu du coup cette question environnementale. On a la question de l'IA générative aussi, la question des achats qui revient chaque année, un sujet vraiment important, et en particulier dans le numérique. Donc voilà, on en choisit 3 par année, et avec cette promo, qui est constituée de 40 personnes aux métiers très différents, issus de 20 établissements culturels, on va les faire passer à une sorte de moulinette. La moulinette, c'est laquelle? C'est une première journée déjà pour comprendre les sujets d'empreinte environnementale du numérique. On fait intervenir Samuel Valency, qui est co-auteur du rapport Décarbonons la culture au Shift Project. On fait tout un topo sur quels sont les sujets numériques, en se fondant beaucoup sur les rapports de l'ADEME-ARCEP, sur les rapports du Shift, sur même les rapports extra-français qu'on peut avoir. Et on essaie d'avoir un état des lieux des problématiques du numérique, pour que tous les participants partent un peu sur le même pied d'égalité en termes de connaissances, et puissent ensuite trouver des sujets au plus proche de leurs enjeux, de leurs objectifs aussi. La deuxième journée, c'est aussi une journée en présentiel, elle est dédiée à la problématisation. Les designers aiment bien dire le design est dans la question, et je pense que c'est particulièrement vrai. Parfois, on ne va pas réussir à mettre le doigt sur la bonne question, et donc l'intégralité du process derrière va être complètement mis à mal. Et donc, on va vraiment essayer de trouver collectivement une question pour chacune des 3 thématiques annuelles. Donc, par exemple, sur la question de la médiation, comment faire de la médiation low-tech en perdant pas nos publics jeunes, par exemple. Je ne sais plus quelle était la problématique exacte, vous la retrouverez sur la plateforme. Mais l'idée, c'est d'arriver vraiment avec une question assez précise. Et une question assez précise, ça nous permet d'avoir ensuite des prototypes de solutions qui sont eux-mêmes assez précis. Donc ça va être très important. Une fois la phase de problématisation terminée, on rentre dans une phase d'enquête terrain. Alors là aussi, à nouveau, c'est quelque chose qui peut être mis un peu sous le tapis facilement, l'enquête terrain. Mais c'est vraiment une des composantes principales de la méthode design, d'autant plus quand on utilise beaucoup les sciences humaines et sociales. Je suis sociologue par ailleurs, et donc c'est vraiment hyper important de se dire, ok, est-ce que c'est des idées préconçues de se dire si je suis pas sur TikTok, j'aurai jamais des jeunes dans mon musée. En fait, on va vraiment essayer de déconstruire ça, ou de le construire si c'est avéré. Mais d'avoir une enquête terrain qui est solide et qui se fonde sur des entretiens semi-directifs avec les publics, avec les équipes, des observations, de la veille, notamment de la veille des papiers scientifiques, des papiers de recherche, qui ne sont pas forcément
lus et intégrés dans la construction des services et des produits numériques aujourd'hui dans la culture. Donc tout ce travail, en fait, on sait qu'il n'est pas forcément fait par manque de temps, de compétences, d'argent. Et donc ce programme de recherche-action nous permet, nous, de venir nous positionner sur 3 mois d'enquête terrain sur les sujets de nos participants et donc, on espère, du secteur culturel dans son ensemble. Une fois cette part d'enquête terrain passée, on la restitue. C'est une matinée très dense, très, très complète. Et on fait ensuite une forme d'atelier design fiction l'après-midi. Donc ça, c'est aussi une journée en présentiel. Et une fois que ça s'est passé, on arrive à l'atelier idéation. L'atelier idéation, c'est OK, on a compris les problèmes. OK, on a compris les grands apprentissages de l'enquête terrain. Maintenant, de quoi on a besoin concrètement, nous, en tant que professionnels qui avons besoin d'une partie opérationnelle pour faire notre travail, de quoi on a besoin concrètement. Et donc là, ça va être un atelier pour lequel on va essayer de trouver des pistes de prototypes, des pistes d'outils qui peuvent prendre des formes très, très, très différentes d'une année à l'autre et en fonction des sujets, en fonction des appétences des participantes et des participants. Et ces idées-là, on les matérialise dans une phase de prototypage qui constitue les 3 derniers mois de la promo et qui vont nous permettre d'avoir des choses, des outils utiles, utilisables, utilisés par tout le secteur culturel, puisque, à nouveau, je le répète, ces outils-là, vous pouvez vous en saisir toutes et tous. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous illustrer la façon dont ces outils ont été mis en place et surtout la façon dont ça a déplacé les pratiques des professionnels? Oui. Déjà, je peux vous donner quelques exemples de prototypes, même si vous aurez une vision plus large avec la plateforme. Par exemple, sur le sujet médiation, la première année, donc c'était médiation et innovation Web3. Donc, on avait toute la question des NFT et métaverse dans cette thématique-là. On est passé par toutes les étapes, problématisation, enquête terrain, idéation, prototypage. Et on est arrivé à un prototype un peu 2 en 1. D'une part, un livre blanc pour réenchanter la médiation low-tech. C'est-à-dire qu'on a fait une veille un peu de toutes les pratiques culturelles dans le monde qui ne mobilisaient pas ou très peu de numérique et qui avaient quand même cet effet waouh, cet effet on s'en souvient. Et donc ça, c'était hyper important pour nous, parce que c'est vrai que le numérique, c'est 40 ans de promesses, toujours les mêmes, hein, de l'Histopad à aujourd'hui. C'est toujours la même chose, c'est on va combler le trou dans la raquette de nos publics parce qu'ils sont trop vieux et trop blancs. On va réussir à avoir des jeunes facilement. Et donc, tout ça, en fait, on a voulu un peu le déconstruire, et notamment par le prisme de la médiation, en se disant comment on arrive à réenchanter cette médiation low-tech, et surtout, comment, à l'époque où les NFT et le métaverse affolent les foules, comment on arrive à faire des choix en conscience, des choix qui intègrent les impacts environnementaux de ces choix-là, les impacts politiques, les impacts sociaux. Et donc, on a créé des arbres de décision, tout simplement, qui étaient des aides à la décision pour les équipes en interne, en se disant, OK, on veut faire des NFT, quelles sont les 30 questions qu'il faut se poser avant de déployer ça. Et donc, un peu un arbre pour se poser ces questions-là. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a eu aussi un outil qui permettait d'utiliser, on a parlé pas mal de bilan carbone, on est parti du constat dans l'enquête terrain que les bilans carbone, c'était quand même un peu des trucs en bout de course où on se disait, OK, 12 ou 120, et ensuite on avait beaucoup de mal à utiliser ces chiffres qui avaient été posés en fin de parcours pour des choix futurs. Et donc, ça a été tout un prototype sur la thématique mesure et évaluation qui permettait de venir jouer un peu avec des scénarios en disant, en fait, si je déploie qu'un projecteur et 10 tablettes au lieu de 20 tablettes et 30 projecteurs, quel est mon bilan final? Ah bon, ça ne me convient toujours pas. Est-ce que si je module un peu comme ça? Donc, c'était vraiment une aide à la décision en se fondant sur les chiffres qu'on avait acquis précédemment. Ça, c'est 2 prototypes parmi les 12 ou les 15 actuels, mais qui ont été très bien intégrés finalement chez les participants et chez les non-participants, puisqu'on s'est fait contacter les années suivantes en disant j'ai utilisé votre proto, ça me plaît, j'ai envie de participer au process. Très bien, merci pour ces 3 éclairages. Il nous reste une petite dizaine de minutes.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Comme monsieur a déjà posé une question, il y a peut-être d'autres gens aussi qui en ont, au cas où, pour un peu distribuer la parole, mais sinon... Oui, merci pour vos interventions. Petite question, alors je ne suis pas sûr que ça soit exactement dans le thème, mais quand j'entends médiation culturelle ou communication, je me pose la question des réseaux sociaux. J'ai vu sur l'affiche précédente pour l'Expo Arts et Métiers avec des réseaux comme X, ex-Twitter, et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions, des discussions quand on parle de communication responsable sur qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? Oui. Alors, X était encore sur le logo de l'affiche. Depuis, le musée a quitté X, comme beaucoup d'institutions à la fois culturelles et du monde de la recherche. La communication chez nous, elle a aussi fait l'objet d'un bilan carbone, donc ça a été mesuré. Je rejoins tout à fait l'idée que la mesure, ça ne suffit pas et que en fait, l'éducation et la capacité à être un peu réflexif sur ces pratiques, c'est important. Donc nous, on a aussi fait ce travail d'éducation sur qu'est-ce qui pèse dans la communication numérique, le rapport entre le print et le numérique, parce que souvent, voilà, ça fait partie des idées reçues, mais il y avait cette idée que les affiches, la communication papier, elle allait être plus vertueuse que l'espèce de gouffre que représentaient les réseaux sociaux. Or, imprimer, faire une campagne, par exemple, dans le métro avec des affiches en 4x3, ça a aussi un coût de matières premières, de fabrication, de transport de la matière première jusqu'à l'imprimerie, du déploiement dans le métro. Et donc, tout ça a été mis un peu en balance et a été regardé avec, pour le numérique, quand même toujours ce mouvement de... On a l'impression que c'est là que tout se joue. Oui, c'est très gourmand, mais en fait, c'est pas le numérique en soi qui est très gourmand, c'est les équipements qui vont l'être, c'est le temps qu'on va passer dessus. Du coup, voilà, c'est une réflexion sur le fait de poster, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'avoir une campagne où on va pas faire 50 000 stories, mais on va en faire une ou deux, de limiter les formats vidéo quand on a réellement quelque chose à dire et pas juste de faire des vues de l'expo fixes qui s'enchaînent pour faire un réel, mais en fait, voilà, les photos suffisent aussi bien et la différence entre un réel et une image fixe dans Instagram, elle est très très conséquente. Donc voilà, c'est de comprendre comment le réseau social fonctionne. Nous, c'est surtout Instagram aujourd'hui notre réseau social prioritaire investi en termes de communication, et donc d'essayer de comprendre ça, de limiter aussi le print. Et pour ce qui est du numérique dans l'exposition, pareil, il y avait beaucoup d'a priori sur une expo où il y a des écrans, c'est forcément une expo qui n'est pas écolo. Là encore, la part du fonctionnement d'un dispositif numérique, d'un projecteur, d'une tablette, d'un ordinateur, c'est surtout à l'achat. Le fonctionnement, ça va représenter entre 10 à 15% de l'empreinte carbone du dispositif numérique, à peu près quel qu'il soit, il y a des petites variations. Et nous, par exemple, là pour l'exposition, on avait une dizaine d'écrans, vidéoprojecteurs, des choses numériques, mais on a eu 0 location ou 0 achat. C'est intégralement notre parc qui est maintenu. Donc je reviens sur la présentation initiale ce matin, réinvestir la maintenance, réinvestir du budget et des postes pour avoir un régisseur technique qui est capable de réparer, de faire changer les lampes de vidéoprojecteurs. On a encore des vidéoprojecteurs dans notre parc qui datent de 2012, donc on est là genre... Mais les dinosaures, mais ils tiennent encore et on répare quelques pièces et ça nous permet de continuer à proposer de la médiation numérique qui est aussi attendue et qui, pour certaines choses, est parfois le bon choix. C'est pas toujours le bon choix, c'est parfois le choix de facilité, mais de l'avoir avec une empreinte carbone très très réduite. Je peux peut-être rajouter juste que sur le sujet communication numérique, donc qui était une thématique, on a un des prototypes qui est assez intéressant et qui a beaucoup plu, qui s'appelait le Club des cobayes numériques responsables dans la communication, et qui prenait 5 de nos participants au lab, donc le Muséum national d'histoire naturelle, le Palais de Tokyo, le 104, les Champs libres à Rennes, et je ne sais plus lequel, désolée, je n'ai pas la liste en tête. Mais donc, on leur a fait tester pendant 6 mois des actions sur les questions de communication numérique, qui allaient de faire le grand ménage à des choix beaucoup plus politiques, comme quitter X, par exemple. Et on avait 40 actions comme ça. Et chaque mois, ils devaient se positionner sur certaines actions, le faire pendant le mois et nous rendre compte des difficultés ou des facilités qu'ils avaient rencontrées à mettre en place ces trucs-là. Donc c'était vraiment, il y avait des trucs très basiques, genre comment on compresse une vidéo avant de la poster, à voilà, des choses beaucoup plus importantes. Et tout
toute cette matière qu'on a eue des difficultés ou non qu'ils ont rencontrées, on l'a concentrée dans un journal des péripéties opérationnelles de nos cobayes qui est disponible sur la plateforme et qui rend assez bien compte de ce qui était facile, moins facile à faire, de ce qui a eu un impact, de ce qui n'en a pas eu et des fiches, du coup, actions qu'on peut commencer à mettre en place dans ces établissements. Je ne vais pas compléter ce qui a été très bien dit. On a fait une stratégie de communication qui avait été lancée avant le bilan carbone, mais le bilan carbone du muséum nous re-challenge sur cette stratégie. Et en fait, je dirais que c'était à la fois sur les choix de print ou digitaux. On a aussi fait des choix par rapport à X. Alors, on ne l'a pas quitté en tant que tel, mais on est en sommeil complet. Et ce que je tenais à dire, c'est qu'en fait, là, en écoutant ce qui est dit en ce moment même, je pense que sur la stratégie digitale et même sur tous nos plans d'action évoqués tout à l'heure sur le bilan carbone du muséum, le vrai enjeu, c'est la question du suivi et de l'évaluation de ce qu'on fait. Mais ça pourrait s'appliquer à tout ce qu'on pratique, y compris jusqu'à nos programmations culturelles. Et donc là, je pense que c'est l'enjeu après-demain, c'est-à-dire de ne pas se limiter à ce qu'on va faire, c'est-à-dire l'inclure dans l'un des deux axes majeurs du futur PSC du muséum, pour revenir au muséum, mais c'est aussi la question des outils et de l'évaluation de ces plans d'action qu'on aura mis en œuvre. Parce que si on ne l'évalue pas, au vu de l'évolution de nos métiers, de nos pratiques, on risque de se reposer étonnamment des questions rapidement, pour faire référence à un jeune homme tout à l'heure. D'autres questions? Bonjour. Je voudrais rebondir sur le point évoqué par Élodie tout à l'heure sur les normes de conservation. Est-ce que dans le travail que vous faites au niveau du muséum, vous avez inclus le fait de faire évoluer des normes finalement assez techniques, comme par exemple la température minimum ou la température maximum, l'hygrométrie, etc. C'est-à-dire finalement de détendre des choses assez exigeantes, mais conçues il y a plusieurs années au moment où on était moins sur le sujet de la conservation, pour plein de raisons écologiques, mais aussi financières, puisque forcément, climatiser l'été ou chauffer l'hiver, ça a un coût énergétique. Donc je voulais si vous pouvez aller un peu plus dans le détail de ce que vous avez fait, et du coup après élargir la question et la poser au MOAM, puisque vous avez des collections exceptionnelles d'objets, qui eux-mêmes, j'imagine, sont soumis à des règles assez claires de conservation, et savoir si vous travaillez sur ce sujet-là aussi. Je laisse Élodie et commencer par répondre. Petite histoire, je suis une ancienne du Musée des Arts et Métiers il y a très longtemps, au niveau des collections. Tout le monde est passé par le Musée des Arts et Métiers une fois dans sa vie. Alors plus sérieusement, sur les collections, effectivement, vous le savez, dans les musées de France, c'est très normé, avec des normes AFNOR, et on va dire que pendant 25 ans, il y a eu une doxa, je fais exprès de le dire ainsi, avec des grands prêtres et des grandes prêtresses de la conservation préventive. Attention, qui avaient leurs raisons, qui avaient des motivations, et des études ont prouvé que, effectivement, le respect du climat à certains niveaux d'hygrométrie ou de température était utile pour la préservation des collections. Toutefois, grâce à la préservation des objets mobiliers en milieu rural, qu'ils soient dans des universités, dans des églises, dans des lieux d'ailleurs de lieux de culte, on s'est aussi aperçu, et les études évoluent un peu, qu'on a des objets qui vont s'habituer à leur environnement sans forcément être dans ces doxas de conservation. Donc effectivement, pour répondre synthétiquement, on a pris en compte cela en lien avec le conservateur en charge des collections et l'équipe de conservation et notre régisseuse des collections, Céline Ledru, très compétente, pour étudier l'adaptabilité dans le futur fonctionnement de CTA de ce niveau et qui était jusqu'à présent, et qu'il est encore, mais ça va évoluer du côté des services des musées de France, pour réadapter un peu, parce qu'on le sait bien, c'est le poste le plus important en termes d'émissions et de coûts. Et comme on se retrouve, ça a été dit tout à l'heure dans la première table ronde, on se retrouve un peu pris en étau, à la fois dans une démarche louable, mise en œuvre par beaucoup de structures, des équipes jusqu'à leur direction, sur cette dimension de l'éco-responsabilité, qui vient paraître percutée depuis un an par une crise financière comme la France n'en a, en tout cas moi, jamais connue précédemment, et pourtant on en a eu 2 il y a une dizaine d'années et 15 ans. Donc il ne faudrait pas, je voulais conclure par ça moi de mon côté, que la crise financière soit un peu l'arbre qui cache la forêt
en une sorte de greenwashing de la mise en place de systèmes dits raisonnés. Non, il faut que ça soit pris en compte dans un contexte contraint, mais avec une vraie réflexion globale, y compris managériale. Et le deuxième point, pardon, c'était... On est en train de le faire évoluer dans le cadre de l'étude en cours avec des travaux qui vont démarrer, si tout va bien, au printemps. Ben là, c'est 3-4 mois de travail et en lien avec le service des musées de France parce que, vous le savez, on est sous tutelle scientifique et il n'y a pas de sujet du ministère de la Culture et du service des musées de France et des DRAC. Voilà. Mais ça peut être le moyen de faire évoluer ce que je disais préalablement. Très rapidement, nous, on a ce double souci que, notre bâtiment, il est très obsolète, comme beaucoup de bâtiments qui conservent du patrimoine en France. Donc, on est dans une passoire thermique chez nous avec des contraintes classées, des contraintes d'un bâti ancien, etc. Donc, on subit déjà de ce fait-là un effort supplémentaire pour pouvoir maintenir des conditions de conservation qui va devenir de plus en plus important à maintenir parce que les crises, les canicules notamment pour ce qui concerne Paris, sont de plus fréquentes et de plus en plus appuyées. Donc oui, c'est un énorme effort. Nous, c'est un des points qui est intégré au PSC. On peut s'appuyer sur notamment le décret tertiaire qui va nous aider notamment à engager une restructuration de notre bâti et de consolider là-dessus. Sur les aspects de normes de conservation et notamment sur les conditions climatiques, il y a l'aspect normé, il y a le côté diplomatique. C'est vraiment un jeu à l'échelle d'un réseau, que vous êtes, qu'importe votre réseau muséal très français, très régional, très européen ou international. Et donc, il faut que les grands acteurs se mobilisent. Le MUCEM a déjà changé ses conditions de conservation. Ils ont élargi de 2 degrés leur plage pour leur exposition qui était sur le folklore. Ils ont perdu des prêteurs quand ils l'ont fait. Il y a des prêteurs qui ont dit non, on ne prête pas si vous passez de... Donc c'est 18 à 22 degrés, autour de 20 degrés en général le seuil standard. Et donc eux ont accepté a priori un 16-24. Donc ils l'ont fait, ils l'ont mis dans leur document de prêt. Ils ont perdu des prêteurs à cause de ça, mais ils étaient prêts à l'assumer. Et quand je dis qu'il faut que c'est vraiment très très diplomatique, aujourd'hui il y a le BISO Group, donc qui est le groupe qui est en fait un regroupement des grandes institutions patrimoniales à l'échelle de la planète, le Louvre, Orsay, les Offices, le British, le Met, etc., qui se réunit, dont les directeurs se réunissent pour parler de l'évolution des très grandes lignes directrices des pratiques muséales et qui a un versant vert, donc le Green BISO Group, et eux travaillent sur la mise au point de nouvelles normes. Ils sont en train d'essayer de faire ça, et clairement, le jour où le Louvre, Orsay, le MUCEM et les grands musées de beaux-arts un peu partout en France mettront ces œuvres, ces nouvelles normes de conservation. Les Facility Reports dans tous les autres musées de France, sous 6 mois, ils auront tous changé, ils se seront tous adaptés. Donc c'est en cours et ça va se faire simplement parce que, c'est pas tenable et deux, plus personne, un moment de dire qu'on fait du 18-22 degrés quand on a 23 ou 24 de base dans ces salles, c'est ridicule. Soit on ment et du coup ce document n'a pas ne sert à rien. Soit on s'adapte et on a des documents qui continuent de cadrer l'activité. Eh bien, un grand merci à toutes les trois pour vos interventions. Merci. On va devoir s'arrêter là.